Lovecraftien. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme pour décrire aussi bien films, séries, livres, etc. Il a même son tag sur Steam. Mais alors d'où ça vient ? Eh bien tout commence en 1890, à la naissance à Providence, aux États-Unis, d'un futur romancier du fantastique et de l'horrifique, Howard Philip Lovecraft. Particulièrement inspiré par Alan Edgar Poe, qu'il déclara d'ailleurs avoir rencontré en rêve, il commence à écrire à 14 ans, mais la majeure partie de son œuvre date de la fin de sa vie, entre 1927 et 1937. Un travail qui aura d'ailleurs rencontré peu de succès de son vivant, mais qui connaîtra dans les années 50 un retentissement nouveau, et aujourd'hui sa postérité est indéniable dans l'ensemble de la culture et de la pop culture horrifique internationale. Stephen King le considère comme le plus grand artisan du récit classique d'horreur du XXe siècle, et mettre son nom sur un bouquin assure n'importe quel auteur et éditeur de vendre à peu près ce qu'il veut. Mais alors de quoi ça parle ? On peut séparer l'œuvre de Lovecraft en plusieurs phases, mais nous, on s'intéressera surtout à la dernière. C'est en effet celle qui concerne Cthulhu, sa créature la plus célèbre, et l'imaginaire qu'il a construit autour. Le postulat de Lovecraft, bien éloigné de celui d'un Star Trek par exemple, c'est de considérer que si l'espace est une immensité mystérieuse, infinie, alors il doit être peuplé de créatures au moins aussi mystérieuses et inconnues. Des créatures pour qui l'humanité n'est rien, et dont les objectifs et les ambitions, forcément terrifiantes, dépassent l'entendement. Bonjour et bienvenue une nouvelle fois de l'autre côté du quatrième mur. Pour ce second épisode, nous allons nous intéresser à l'influence d'Howard Philip Lovecraft dans la pop culture moderne. Et pour ce faire, nous allons commencer par le plus évident, c'est-à-dire son esthétique. Les univers de Lovecraft sont glauques. Qu'il s'agisse d'un manoir, d'un cimetière, d'un temple ou d'une forêt, quasiment tous ces endroits ont un parfum d'oubli et d'isolement. Dans les cas les plus extrêmes, comme dans les montagnes hallucinées ou l'appel de Cthulhu, la narration voyage des confins de l'Antarctique à ceux du Pacifique. Bon ouais, ça fait carrément vieux cliché de film d'horreur. Mais en même temps, c'est un peu le prix à payer quand t'es devenu une telle référence que tout le monde paume dans ton taf allègrement, pour le meilleur comme pour le pire. Ainsi, dans The Thing de Carpenter, l'action se déroule en Antarctique et implique une entité alien indescriptible. C'est à se demander où Carpenter est allé chercher tout ça. D'ailleurs, parlons des créatures. On sent dans ses premiers écrits un intérêt assez prononcé pour le macabre et l'organique, comme dans la nouvelle Herbert West Réanimateur, quintessence de ces deux aspects. Mais là où le terme Lovecraftien est entré dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment avec Cthulhu et tout ce qui en a découlé. Au macabre et organique cité juste avant, s'ajoute une dimension aquatique. A mon sens, cette orientation ne tombe pas de nulle part du fait que Lovecraft ait vécu quasiment toute sa vie en bord de mer. Ici, l'immensité de l'univers a remplacé, dans l'esprit des hommes, celle de l'océan, et immensité rime souvent avec mystère et inconnu. Bon oui, dans les faits, ça rime pas du tout, mais c'est pas grave, calmez-vous, ouvrez vos chakras, ça va bien se passer. Du coup, quoi de plus logique que d'imaginer que ces entités inconnues soient liées aux océans, au moins esthétiquement, expliquant leur apparence tantôt amphibienne, tantôt tentaculaire. Le principe de tout ça, c'est qu'on ne puisse ne sentir aucun lien avec ces monstres. Il faut qu'ils soient si différents de ce qu'on connaît qu'on ne puisse ressentir rien de positif envers eux, mais également qu'on se sente impuissant face à eux. Pour cela, il va leur inventer des propriétés hors du commun. L'immortalité, une taille gigantesque, une connaissance infinie, etc. Il va sans dire que certaines d'entre elles sont au stade de divinité et sont d'ailleurs vénérées comme telles dans certaines communautés païennes. C'est païen. Pour la terreur, il faut que l'on se sente incapable de les comprendre et donc de les détruire. C'est un peu la raison pour laquelle l'alien de Ridley Scott ne pourra plus jamais faire peur à qui que ce soit de nos jours. En effet, comment avoir peur d'une créature dont on connaît le fonctionnement et les faiblesses ? Leur influence sur le monde se situe à la frontière du surnaturel et du scientifiquement plausible. C'est le fantastique à la Lovecraft, où l'étrange s'immisce insidieusement dans le réel, faisant parfois vaciller la santé mentale des protagonistes. À cet égard, nul besoin de se poser la question. Dieu n'existe pas plus que Satan dans l'œuvre de Lovecraft, car ces entités-là n'ont de sens que si l'on place l'homme comme central dans la création. Dans l'œuvre de Lovecraft, l'homme n'est qu'un accident. Un être faible et misérable, perdu dans l'immensité du monde, à la merci de toutes les terreurs. Les personnages de Lovecraft sont le plus souvent des personnages instruits, des scientifiques, des journalistes, des écrivains, des enquêteurs, etc. Ce sont des personnages qui sont en quête d'une vérité mais qui détiennent également une éthique. Ils ont un esprit rationnel, ils sont donc souvent incroyants et refusent les superstitions. L'histoire et l'horreur n'aura donc que plus d'impact sur eux comme sur nous, car elle interviendra en faisant vaciller leur certitude. Paradoxalement, le surnaturel Lovecraftien, bien qu'il intègre son lot d'occultisme et de magie noire, c'est toujours resté à la frontière du scientifiquement acceptable, comme on l'a vu juste avant. Les créatures magiques peuvent par exemple être perçues comme des divinités, mais pas au sens mystique du terme, simplement des êtres extraterrestres qui n'ont donc pas à se plier aux règles de la science. C'est un autre aspect de la peur, plus plausible, donc il est plus facile de se mettre à la place des personnages. Maintenant qu'on voit de quel personnage on parle, qu'est-ce qui leur arrive ? Eh bien pour parler des scénarios, on va se servir de Prometheus comme exemple. Putain de bordel d'enculé de sa mère.
Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Bon ouais, j'ai jamais dit non plus qu'une bonne structure narrative devait forcément faire un bon film. À ce compte-là, ce film-là a la même structure narrative que celui-là. Et ce film-là, la même que celui-là. It's just nothingness. The néant, as the French would say, la vide, the void, the emptiness. And it is just horrible. Donc Prometheus nous raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques qui vont explorer un endroit reculé du monde car ils pensent y faire une découverte majeure sur les origines de l'humanité. Mais une fois sur place, ils ne tombent que sur des ruines d'une autre civilisation disparue et découvrent que ces ruines renferment un potentiel de fin du monde qu'ils ont malencontreusement libéré. Ce scénario, c'est exactement le même que Lovecraft a écrit 76 ans plus tôt dans Les Montagnes Hallucinées. Vous remplacez simplement l'expédition futuriste dans l'espace par une expédition des années 20 en Antarctique, les architectes par les anciens, et la matière noire par les Shoggoths, une des nombreuses bestioles maléfiques du bestiaire de ce bon vieux Howard. Et vous revenez peu ou prou à ce qu'il a originellement écrit. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs exemples de films qui ont utilisé ces scénarios, comme The Thing de John Carpenter, encore lui, ou tout simplement Alien le 8ème passager, dont Prometheus recopie l'architecture scénaristique de base. Mais bizarrement, presque aucun producteur n'a choisi d'investir dans une adaptation directe de ces œuvres, malgré leur impact énorme sur la pop culture. Ce qui nous amène, et je pense que les connaisseurs s'y attendaient, au racisme dans le travail de Lovecraft. C'est pas que je voulais le négliger, mais je pense que c'était plus intéressant de le mettre à la fin. En effet, Lovecraft est notoirement connu pour avoir été un gros, mais alors un très gros raciste. Je vais vous épargner le vocabulaire dégueulasse qu'il utilise, mais clairement, tout ce qui n'est pas blanc et anglo-saxon est traité comme un vulgaire animal, et en particulier les noirs pour lesquels Lovecraft a une aversion toute particulière. Alors sans chercher des excuses, on peut trouver des explications. On est au début du XXe siècle, à une époque où les USA sont très loin d'élire Barack Obama. Le personnage est issu d'un milieu bourgeois et il ne voyage que très rarement. Il ne s'intéresse qu'à lui-même et à son cercle d'amis très restreint, et c'est clairement pas parmi eux qu'il va rencontrer des étrangers ou même simplement des contradicteurs. Ce qui est plus important, c'est comment le racisme nourrit sa littérature. Vous vous souvenez de la citation en début de vidéo ? La plus ancienne des peurs, c'est la peur de l'inconnu. Et l'inconnu, c'est pas seulement le mystérieux, c'est aussi l'autre, celui qu'on ne connaît pas et dont on ne peut qu'imaginer la pensée. Car c'est la seule peur qu'inspire Lovecraft, la peur de l'autre, de celui qu'on ne comprend pas, car il est trop différent, aussi bien mentalement que physiquement. Cette peur est alliée à un fatalisme total, l'humanité est vouée à l'extermination ou à l'asservissement, et c'est inévitable car la curiosité humaine va pousser l'humanité à rentrer en contact avec ce qui est jusque-là indicible et réveiller sa propre destruction. Dans le cas de Lovecraft, ce discours il est pas seulement raciste, il est aussi nihiliste, parce que l'autre, en plus d'être dangereux, va inévitablement nous détruire. Et aller à sa rencontre, c'est accélérer le processus. Les personnages de Lovecraft découvrent toujours cette vérité quand ils le peuvent, et ils tentent d'avertir le monde. L'avertir que l'ouverture d'esprit et la recherche scientifique vont mener l'humanité à sa perte en ouvrant la voie à des forces qui les dépassent. On comprend donc la raison de son succès dans les années 50. Ouais, en fait, Lovecraft ne croyait ni en l'homme, ni dans la tolérance, ni dans le progrès, et encore moins dans le futur. Il ne croyait qu'en l'inéluctable chute de l'humanité, dans le néant et l'obscurité. Mais bon, nous, contrairement à Lovecraft, on va essayer de finir sur un peu plus de positif. Et surtout essayer de répondre à la question, qu'est-ce qui a survécu de son œuvre de nos jours ? Et comme on l'a vu, c'est avant tout dans la forme narrative et esthétique qu'on trouve la réponse. C'est aussi pour ça qu'on trouve si peu de films ou de jeux directement adaptés de ces histoires. Parce que l'industrie du divertissement, elle veut nous faire rêver, elle veut des histoires qui finissent bien et des héros qui regardent vers l'avenir en souriant. It's very hard to convince the studios to put money on a movie that big, that has an unhappy ending, that is R-rated horror. They want it to be PG-13. They want to have a female love story. They want to have a happy ending, and I will not do any of that. The novel is the novel, and the idea in the novel is that we are insignificant creatures, and that everything is doomed. So, we'll see if it happens. Et même si l'influence de Lovecraft on la sent un peu partout, il faut reconnaître que ses héritiers sont assez timides sur le nihilisme dans les grands médias mainstream. Vous voyez, comme de nos jours, même un film catastrophe comme 2012 doit se finir sur un happy end. De l'horreur, la peur jusqu'à l'aurore, sachez que n'est pas mort ce qui a jamais d'or. Les rues sans couleur de la vieille providence, agonisent et douleurs feront leur confidence. Doucement c'est maudit, les nuits sont éprouvantes, poussées vers la folie face à tant d'épouvants. Se brûler la cervelle quand les frissons t'accablent, un cercueil sur mesure dans les jardins d'Arkham. Le Necronomicon. Hey, si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, bisous. Et c'est bien ça.